Bonjour. Donc, Romain m'a présenté. On va passer vite fait. Donc aujourd'hui, je voulais parler de PaaS. Donc PaaS pour Platform as a Service, parce que cette dernière année, nous on a entamé une mission, un nouveau projet pour un client, et quand on est arrivé, il nous a dit, nous on est en train de monter une plateforme, ça s'appelle OpenShift, c'est du PaaS. On ne connaît pas trop, vous serez le premier projet arrivé dessus, et il va falloir mettre en place les processus et nous aider à monter tout ça et à déployer le projet et l'envoyer en production. Donc, ce qu'on va voir, c'est que le PaaS, c'est des défis. Il y a un certain nombre de défis, c'est nouveau. Et on a eu beaucoup de problèmes, on a rencontré un certain nombre de problèmes, et il faut tous les régler les uns après les autres, mais c'est très itératif. L'une des premières problématiques qu'on va aborder, c'est ce qu'on va appeler le build. Je reviendrai plus en détail pour présenter qu'est-ce que c'est, mais mettez-vous en tête que c'est ce qui se passe avant que votre site soit accessible au public. Ensuite, on a une problématique qui correspond plus à la gestion des secrets. Donc les secrets, c'est les mots de passe, mais ce n'est pas que les mots de passe. En secret, il peut y avoir par exemple le secret pour les sysserv dans Symfony, ou si vous avez besoin d'accéder à une API externe, c'est le login mot de passe pour cette API, ou plein d'autres éléments du même genre. Ensuite, on a une problématique sur les bases de données, parce que comment gérer sa base de données, ses mises à jour de base de données notamment, et ses évolutions de schéma. Donc, le PaaS. Le PaaS, qu'est-ce que c'est? Avant de parler du PaaS, donc le PaaS c'est du cloud computing, mais avant d'en parler en lui-même, j'aimerais revenir sur les autres termes qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire IaaS, CaaS, PaaS, SaaS, parce que je ne sais pas si tout le monde est très à jour là-dessus, mais ça bouge beaucoup et c'est assez récent et on entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc, ce qu'on va parler en premier, c'est IaaS. IaaS, c'est pour Infrastructure as a Service. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va vous abstraire les machines physiques sur lesquelles vous allez pouvoir construire des machines virtuelles. Par exemple, quand vous prenez une machine chez Amazon, ou sur Azure, ou sur OpenStack, c'est ce qu'on va appeler une plateforme de IaaS. Ils vont fournir une machine virtuelle et vous abstraire donc le disque dur, le CPU, mais aussi le réseau. Ils vont gérer les liens entre vos différentes machines virtuelles. Que derrière votre machine, elle soit à Francfort ou à New York, vous en préoccupez pas. C'est eux qui vont gérer tout ça pour vous. Ensuite, ça c'est encore plus récent, on entend vraiment parler depuis pas très longtemps. Comme une certaine révolution des conteneurs qu'on voit en ce moment, c'est devenir assez mainstream, même si ça existe depuis très longtemps, et avec des plateformes qui se construisent, telles que Kubernetes par Google, ou Docker Swarm, et on a inventé un terme qui s'appelle du CaaS. Le CaaS, c'est le IaaS, c'est à peu près la même chose. L'idée, c'est qu'il sait comment lancer des conteneurs. Donc vous lui donnez un conteneur, et lui, il sait le répartir sur le cluster, partout dans le monde, et connecter des conteneurs entre eux. Ensuite, on a ce qu'on va appeler du PaaS. Le PaaS, donc pour Platform as a Service, l'idée cette fois-ci, vous n'avez pas juste des VM, vous n'avez pas juste des conteneurs, vous avez des services. Et votre application, c'est un service. Et ce que vous voulez faire, c'est déployer des services. Vous avez besoin d'une base de données, vous avez besoin d'un serveur de cache, vous avez besoin d'un varnish, vous avez besoin de votre application. Donc, notamment, on va voir des acteurs tels que Sensu Cloud, OpenShift, Heroku, Platform SH, et souvent, ils vous donnent faire un certain nombre de promesses. Les promesses, on va y revenir dans 2 minutes. Et ils vont faire un certain nombre de promesses qui sont très importantes sur qu'est-ce que c'est le PaaS. Et enfin, on a le SaaS, pour Software as a Service. Si jamais vous ne connaissez pas, vous en avez déjà tous utilisé, parce que Gmail, c'est du SaaS. Tous les outils Google, c'est du SaaS. Blackfire, Insight, Slack. Il y en a beaucoup, certains qui utilisent Slack ici. L'idée, c'est que vous ne gérez pas le logiciel, vous lui donnez votre donnée, vous l'utilisez. Et il se charge de tout pour vous. Donc, le PaaS et ses promesses. Le PaaS, il vient avec un certain nombre de promesses, aussi bien pour les développeurs que pour les managers. La première d'entre elles, c'est notamment pour les développeurs, c'est au niveau de la gestion du code et de l'infrastructure. Parce que le PaaS, il va vous promettre que votre infrastructure, donc vos serveurs, votre base de données, tout, ça va être du code. Il va vous versionner votre infrastructure dans votre repo de code. Donc de cette manière, si jamais vous voulez rajouter une base de données dans une version 2, vous voulez rajouter une nouvelle brique dans votre version 2,
Ben, ce sera de la configuration à rajouter quelque part dans votre code. Et donc si jamais ça s'est mal passé, vous avez besoin de revenir à la version d'avant, ben, c'est la même chose si vous revenez à un autre commit. Vous revenez en arrière sur Git. Le pass aussi, ça a de nombreuses promesses en termes d'automatisme. L'objectif, c'est de fournir un certain nombre de processus pour automatiser au maximum ce qui va se passer. Et notamment, c'est d'automatiser donc, le passage entre les développeurs qui vont faire leur code et le visiteur qui va visiter votre site web. Donc les développeurs, on voit d'une certaine manière, on va le voir, on voit leur code dans le pass se débrouille, déploie l'application et les visiteurs peuvent y accéder. Et enfin, notamment pour les managers et pour l'ensemble de l'équipe, la promesse du pass, c'est qu'il concerne tous vos environnements. Si vous avez besoin de déployer des environnements de pré-production, d'AMOA ou de développement pour tester les fonctionnalités avant, parce que c'est très critique, vous voulez vraiment tester avant de l'envoyer, ben il va tout vous gérer de la même manière. Et de cette manière, vous aurez exactement le même environnement, que ce soit pour le développement ou pour la production. Donc maintenant qu'on est convaincu, ben allons-y. Commençons à déployer, envoyons notre code sur le pass et en production. Et donc pour ça, comment on va faire? Ben, on ne va pas utiliser ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant, donc du FTP, du AirSync, du Ansible, voire du Chef ou d'autres outils que vous avez peut-être créés. Mais on ne va pas utiliser tout ça. Ce qu'on va utiliser, notre premier outil, c'est Git. Nous, l'idée vraiment, c'est on va créer l'application, on va coder l'application, on va coder l'infrastructure avec l'application et envoyer tout ça sur Git. Donc on va faire un Git push, par exemple sur staging, soit en production, on va pusher. Puis derrière, donc grâce notamment à un hook, donc le pass il va regarder qu'est-ce qui se passe sur le dépôt de Git et il va récupérer le code et l'utiliser. Donc ça c'est la première étape. Le code il passe du développeur, il va sur Git et de l'autre côté on a le pass qui surveille. Donc ça peut s'intégrer d'un certain nombre de manières différentes en fonction de ce qu'on utilise. Il y en a certains, ils pourraient imaginer qu'ils mettent des hooks sur GitHub ou qu'ils mettent le hook à la main sur le Git qu'ils ont intégré en interne. Mais malheureusement, ça ne marche pas. On l'a déployé, on va sur la page et on voit on a une erreur PHP, alors certains vont reconnaître. On voit qu'il y a un fichier qui n'existe pas. Autoload.php, ben c'est Composer. Il nous manque Composer. Et on vient de se rendre compte, ben notre application elle a besoin d'être construite. On a oublié d'installer les vendors Composer, mais peut-être qu'on avait aussi une application JavaScript, on a oublié de la compiler. On a oublié de faire tourner Webpack, comme le présentait Alain hier. Et en fait, on se rend compte que ben, peu importe notre application, on a une phase de construction. On a besoin de construire l'application, parce que telle qu'on l'a sur notre machine, telle qu'on l'a sur Git, ben, elle ne peut pas être utilisée telle qu'elle. Notamment parce qu'on n'a pas envie de pusher tous les vendors, on n'a pas envie d'envoyer tous les JS minifiés. En plus, c'est une mauvaise pratique. Et au niveau des passes, au niveau des plateformes, ben, on va voir que chaque plateforme a sa propre méthode de faire. Certains vont appeler ça des build packs, des build scripts, des assemblées script types, ou peu importe. Ils ont chacun leur méthode, mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. On ne va pas en parler parce que c'est un peu... Parce que l'objectif, ça va être de rester sur des problématiques niveau de Symfony, sans rentrer dans les détails de comment fait chaque plateforme. On a déjà assez à faire comme ça. Donc, on va décrire l'infrastructure. Les deux slides ont été inversés, effectivement. Qu'avant, on va envoyer notre code. Avant, on a oublié, on devait décrire comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Parce que, le code, on va dire qu'on a besoin de base de données. Donc là, on a besoin d'un MySQL avec 10 gigas. On a aussi besoin d'un serveur d'application, donc d'un PHP, sur lequel on fait du 7.1. On a besoin de certaines extensions, telles que APCU ou PDO MySQL, parce qu'on fait du MySQL. Et donc, pour construire notre code, construire l'application, Composer, on a besoin aussi d'exécuter un script. Dans ce cas, c'est Composer install. On pourrait rajouter des tâches sur des makefiles ou n'importe quoi. Donc on va construire notre code. Donc là, on a écrit à la fois l'infrastructure et avec les scripts, la phase de build dont on parlait avant. On a écrit le cœur de notre phase de build. Parce que pour du PHP, on a besoin de Composer. Et on fait ça, on recommit, on repush, et ça fonctionne.
Tant mieux. Maintenant, notre utilisateurs, ils peuvent accéder à notre site web. Ils ont la version qui est disponible. Et donc, si on revient au build de Symfony, construire Symfony, des fois, on ne l'a fait que Composer, mais des fois, ça va beaucoup plus loin. On a besoin de construire le conteneur, on a besoin de construire le routeur, on a besoin de construire des fichiers pour les traductions. Parce qu'on a nos traductions dans un ensemble de fichiers séparés, on a des points .po, .o, ou point n'importe quoi. On a besoin d'unifier tout ça. On a aussi besoin de parser les annotations. Parce que les annotations, ça peut être très lent, des fois, ça peut impliquer beaucoup de réflexion. Donc on va faire tout ça, pareil, les templates, précompiler les templates, les assets, et ainsi de suite. C'est beaucoup de choses qu'on a besoin de faire. Donc, et donc, concernant toutes ces étapes qu'on appelle donc le warm-up, c'est les caches warm-up de Symfony, on va tout ça, on va mettre dans la phase de build. Donc si on revient au schéma qu'on avait tout à l'heure, on commence à avoir un peu plus de détails sur comment ça fonctionne en interne. Donc on a le pass qui reçoit le code via un hook, et après il lance la première phase, la phase de build, où il va lancer Composer, il va faire le warm-up, il va éventuellement utiliser Webpack, peu importe, et une fois qu'il a terminé, donc il va construire une image de notre code, et il va envoyer tout ça, il va le déployer, le rendre accessible aux utilisateurs. Donc on va appeler la phase de run. On voit qu'on a dissocié donc le build, la construction du code prêt à la production, prêt pour être déployé, et le run qui correspond à la phase où vraiment notre application est en train de tourner et d'être utilisée. Donc quelques tips, niveau de Composer notamment. Composer, c'est une partie assez critique dans l'application, parce que on l'utilise en permanence, notamment au niveau de l'autoloader. Donc on peut optimiser un peu la manière dont on l'utilise. Notamment, il y a un concept d'autoloader optimisé, donc il va essayer au maximum d'utiliser une class map plutôt que de deviner les chemins des fichiers à chaque fois. Il aura préconstruit toutes les possibilités, toutes les associations. Et aussi, donc ça c'était contribué l'année dernière, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, par Nicolas Grecas. C'est un autoloader qui utilise APCU pour avoir un cache local, pour être encore plus rapide au niveau de chaque requête. Et justement, APCU, dans un certain nombre de cas, donc APCU c'est un cache qui est local, qui est partagé entre tous vos processus PHP sur la même machine. Et dans la plupart des cas, n'hésitez pas à l'installer parce que c'est un boost de performance qui est gratuit. Ça ne coûte rien de l'installer et ça fonctionne. Il est disponible aussi bien en 5.6 qu'en PHP 7.1. Là, on a déployé notre application, mais il y a un problème qu'on a mis un peu de côté. On a mis de côté la gestion des mots de passe. Parce qu'actuellement, on n'a rien fait pour nos mots de passe. On s'est dit qu'ils étaient déjà disponibles, qu'ils étaient dans le paramètres YML. Et donc, qu'on les avait hardcodés dans le paramètres YML. Mais qui a envie de committer ces mots de passe? Qui a envie de les envoyer, par exemple, notamment si vous utilisez GitHub ou GitLab, qui a envie de les envoyer? Puis si vous utilisez notamment GitHub ou d'autres plateformes, des fois ils détectent que vous avez envoyé des mots de passe. Notamment si vous utilisez Amazon, il y en a qui vont détecter que vous avez mis votre clé Amazon. Et ils vont vous envoyer un mail pour dire attention, vous avez votre clé Amazon qui a été committée. Et si vous la laissez, vous pourrez recevoir un certain nombre de mails et finir par mettre ça en spam. Alors que c'est un problème de sécurité qui peut être critique. Puis d'une autre manière, si un jour vous avez besoin de modifier votre mot de passe, vous êtes obligé de faire une nouvelle version de l'application. Et si vous avez un processus un petit peu complexe, vous avez besoin d'une validation de votre N+2, ça peut prendre du temps, surtout s'il est en vacances. Et donc l'idée, il y a plusieurs idées. La première, c'est d'utiliser un fichier de secret. Donc il y a certaines plateformes qui proposent de stocker des secrets, c'est-à-dire ils ont un autre processus à part, où vous leur envoyez un fichier, et eux ils le stockent de manière encryptée, et ils vous l'injectent au moment du run. Mais c'est pas tout à fait idéal, parce qu'on va avoir besoin de construire un fichier de paramètres dans notre phase quelque part. Au niveau de notamment, ça va avoir besoin d'avoir une phase externe, parce qu'on ne veut pas envoyer nos mots de passe sur Git. Au moment de la phase de build, on aura besoin de lui donner le fichier de paramètres à envoyer et à stocker en tant que secret. Ça fonctionne, notamment avec un certain nombre de plateformes, mais c'est vraiment pas idéal. Une autre possibilité, c'est notamment d'utiliser les variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est génial. Elles sont disponibles, elles ne sont jamais hardcodées dans les fichiers. Vous pouvez les enregistrer du côté de votre plateforme. Et quand vous les changez, vous changez de côté de la plateforme et vous les injecte à chaque fois. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de relancer votre application. Vous n'avez pas besoin de repasser par le build.
vous terminez tout ce qui est en train de tourner, vous le relancez et vous utilisez les nouveaux mots de passe. Et donc au niveau de Symfony, ça s'utilise, c'est assez récent. Oui, c'est assez récent et ça s'utilise donc notamment en utilisant la notation donc %env%, avec le nom de la variable d'environnement entre parenthèses. Et si vous voulez avoir des variables par défaut, des valeurs par défaut, notamment par exemple en développement, vous fournissez une stack Docker ou une stack Vagrant à tous vos développeurs, vous avez préinstallé un MySQL avec un mot de passe donné, vous pouvez le mettre dans le fichier de parameters avec la valeur par défaut. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ça reste des variables d'environnement, que vous n'utiliserez pas forcément, vous n'utiliserez pas le fichier de parameters de Symfony pour définir les mots de passe quand vous allez déployer votre serveur MySQL, les valeurs qu'il va utiliser, il ne va pas utiliser les valeurs par défaut que vous aurez mis dans votre parameters YML. Parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici, nous ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, on a mis une valeur par défaut et s'est retrouvé avec la même valeur par défaut en prod. Donc les variables d'environnement, c'est génial. C'est jamais mis en cache, notamment on a parlé du build du conteneur, le fichier de parameters YML, tout ce qui contient est compilé dans le conteneur, donc il est mis en cache, mais les variables d'environnement jamais, elles sont juste lues quand on en a besoin. Bon, par contre, il faut passer en Symfony 3.2, mais c'est une bonne raison pour passer en 3.2. Et donc, si on récapitule à nouveau notre schéma, on a rajouté une petite étape. Au niveau du run, on a rajouté les variables d'environnement qu'on injecte à ce moment-là. Mais par contre, il faut faire attention, on voit bien, on n'a pas les variables d'environnement au moment du build. On n'a pas les mots de passe quand on build l'application. Et c'est important, notamment, on reviendra plus tard, j'ai une slide pour ça, mais bref, c'est important pour Doctrine. Certains l'ont peut-être déjà vu, des problèmes avec Doctrine qui, au moment où vous créez votre cache, Doctrine essaye de faire une connexion à la base de données. Et souvent, on voit ça sur un certain nombre d'outils, on voit ça sur Insight et sur d'autres moments, parce qu'on n'a pas de mot de passe ou tout simplement on n'a pas de base de données. Donc le cache, Symfony, vous êtes certainement rendu compte, utilise beaucoup de cache, mais plus que d'utiliser beaucoup de cache, il en a besoin. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont créés de manière dynamique, donc le conteneur, le routeur, mais aussi toutes les annotations. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et ça demande beaucoup d'accès disque, et ça demande aussi d'écrire des fichiers sur le disque. Ça demande de faire beaucoup de choses, et donc on a besoin de cache. Et le cache, ça pose un certain nombre de problématiques. Quand est-ce qu'on va créer son cache? Et comment on va le gérer? Sachant que créer le cache en Symfony, donc je dis qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, c'est un exemple, c'est les cache warmers qui sont disponibles par défaut. Et à chaque fois que, à l'exception de FOSREST, comme j'ai rajouté, mais chaque bundle que vous allez installer peut rajouter son propre cache warmer. Et il y en a beaucoup. Donc là, on a du Doctrine, on a du FOSREST, on a des templates, on a énormément de choses. Donc tous ces cache warmers vont créer quelque chose et pour permettre à votre application d'être plus réactive ensuite, et notamment d'éviter votre tout premier visiteur de se prendre une requête de 30 secondes. Donc quand est-ce qu'on peut construire le cache? Justement, on peut le construire au runtime, mais ça pose des problèmes. Vous allez avoir certains utilisateurs qui vont être mécontents. Alors si vous déployez 50 fois par jour, ça vous fait 50 visiteurs mécontents chaque jour, qui sont potentiellement jamais revenir. Et en plus, toutes les plateformes ne vont pas vous le permettre. On verra un peu plus tard pourquoi, mais ils ne vont pas tous vous permettre d'écrire sur le disque. Ça a des intérêts, c'est aussi une contrainte. Donc ça peut marcher, mais c'est vraiment pas idéal. La solution, c'est de les construire au build, d'utiliser tous les cache warmers qu'on a vus tout à l'heure, de construire tous ces fichiers dont on a besoin, sur lesquels on ne peut pas fonctionner, de les générer au build. Et au build, donc l'intérêt, c'est qu'ils vont être construits de manière complètement statique. Donc on ne va plus jamais avoir besoin d'y retoucher. Par contre, on peut avoir besoin des mots de passe. Les mots de passe, on ne veut pas avoir besoin des mots de passe. Mais pour certains, si on ne fait pas certaines actions particulières, on en aura besoin. Et les cache warmers, c'était fortement amélioré à nouveau en Symfony 3.2, notamment au niveau de la gestion des templates et de Twig, qui avant, on pouvait avoir un certain nombre de problèmes au niveau du cache, si le cache était généré sur une machine différente que la machine qui fait tourner l'application à la fin. Il ne retrouvait pas les templates. Il y avait des problèmes dans les chemins, et un certain nombre d'autres éléments. Donc je disais, construire le cache sur le build, donc il y a 2 étapes au niveau de Symfony. Généralement, il est préférable de faire le clear avant le warm-up, et surtout de faire le clear et le warm-up tout à la fin.
C'est des fois, on fait un certain nombre d'éléments. Par exemple, on installe les assets, on les installe, mais du coup, il va régénérer un cache temporaire, où il n'y aura pas forcément tous les warmers qui ont été utilisés. Donc le plus simple, le plus sûr, c'est de le refaire à la fin, et de ne pas oublier de spécifier l'environnement. Construire le cache de l'environnement de dev, quand on déploie en production, ça ne sert pas à grand-chose. Et le CLI, par défaut, quand on l'invoque, c'est sur l'environnement de dev. Donc surtout, il est important de ne jamais oublier de rajouter le paramètre -env égale prod. Donc j'ai rapidement évoqué Doctrine tout à l'heure. Doctrine, le cache warmer de Doctrine a besoin de la version de la base de données. S'il n'a pas la version de la base de données, il va essayer de la deviner. Et comment il la devine? Il ouvre une connexion et il fait la requête. Alors certains s'appellent select db version, sur d'autres c'est peut-être du show version, peu importe. Mais surtout, il crée une connexion et il fait une requête. Par contre, dans Doctrine, on peut spécifier directement au niveau du débal la version du serveur qu'on veut. Donc, je ne l'ai pas mis, mais c'est quand on met les mots de passe, on dit user, password, etc. On peut à ce moment-là rajouter une clé version avec la version. Donc MySQL 5.7, etc. Et donc, si vous voulez voir un peu plus en détail, il y a un certain nombre de blog posts qu'on peut voir, qui sont tous très courts, notamment sur Insight, parce que c'est un problème qui arrive fréquemment, parce que Insight essaye de booter votre application pour voir si elle fonctionne, s'il n'y a pas d'erreur de compilation, notamment, mais il ne va pas vous donner de base de données. Donc, chaque fois qu'Insight va essayer de booter l'application, Doctrine va essayer de faire une requête, d'ouvrir une connexion, et ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a personne qui répond en face. Là, on n'a rien rajouté, on a juste complété la phase de warm-up. On a vu un peu plus de détails sur le warm-up. Le warm-up, vraiment, l'idée, c'est de construire tout le cache dont on aura besoin, pour être beaucoup plus efficace derrière. Et si on va aller un petit peu plus loin sur le cache, voire beaucoup plus loin, ce qui prend aussi du temps dans une application, c'est de construire tous les fichiers PHP, de compiler les fichiers PHP. Et donc, en PHP 7, ce qui est intéressant, c'est que ces fichiers, on peut les pré-compiler, on peut autoriser à utiliser opcache quand on utilise la ligne de commande, et on peut lui demander de stocker les fichiers compilés quelque part dans un dossier. Et ça peut être intéressant. Bon, après, il faut en avoir le besoin. Nous, on avait besoin parce qu'on avait un peu du... Bon, c'est un autre mot qu'on entend beaucoup, de plus en plus, serverless. On avait des processus très courts qu'on lançait souvent. Et donc, la phase, très courte, ça nous durait 10 minutes. Mais toutes les 10 minutes, on se prenait un pic de CPU et 30 secondes au début, parce qu'on recompilait 2000 fichiers PHP, et ça coûte cher. Donc, on va les avoir écrits sur le disque. On va toujours lire des fichiers sur le disque, mais ça va être quand même beaucoup plus efficace. Et nous, dans notre cas, on avait un pic de CPU qu'on a réduit de 50%. Donc ça, on peut le faire au build. Alors après, comment précompiler ces fichiers, ça c'est compliqué. On ne va pas venir en détail dessus, mais on peut trouver des informations sur Internet, on peut trouver, et puis s'il y en a qui veulent en parler, on peut en parler à la fin. Mais une autre problématique qu'on a mis de côté depuis le début, je l'ai évoqué quand j'ai introduit, c'est de gérer sa base de données. Parce que vous utilisez Doctrine, mais notamment, parce qu'on a vu, on n'a pas dit, tout à l'heure j'ai mis la slide, j'ai dit que ça marchait. Sauf que on a fait l'a priori que la base de données était déjà là, on n'avait rien à faire, on n'avait pas changé de schéma. Mais en vrai, ce qui s'était passé, c'était plutôt ça. Bon, alors là, elle est en JSON, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une table qui manque. Il nous dit la table n'existe pas. Oui, effectivement. Nous, on utilise Doctrine, on utilise les migrations de Doctrine, et on ne les a pas jouées. Notre plateforme ne connaît pas Doctrine, n'a rien de particulier pour Doctrine, et on ne lui a jamais dit qu'il fallait faire un Doctrine migrate à un moment donné. Et donc, il ne l'a jamais fait. Et ce problème-là, il est critique, il est vraiment important, et il se pose la question de quand mettre à jour sa base de données, comment, puis on fait comment si jamais on fait un rollback. Et là, on va tomber dans ce que j'appellerais vraiment le Doctrine Dependency Hell, c'est un enfer. Parce que la Doctrine, les migrations font partie de votre application. Pour exécuter les migrations, pour mettre à jour la base de données, vous avez besoin de votre application. Donc l'application, pour tourner, elle a besoin de MySQL. MySQL, pour être à jour pour l'application, il a besoin d'être mis à jour par Doctrine. Mais Doctrine fait partie de l'application. Donc si l'application n'est pas à jour, on ne peut pas mettre à jour la base. Mais si on met l'application à jour,
l'application ne fonctionne plus parce que la base n'est pas à jour. Et notamment, vos utilisateurs vont avoir des erreurs 500 en prod. Et si vos migrations elles prennent 10 minutes à tourner, mais c'est 10 minutes pendant lesquelles tous vos utilisateurs vont avoir une erreur. Alors, plusieurs solutions. En vrac, on peut se dire que, oui, dans l'idéal, quand est-ce qu'on va le faire du coup? C'est entre le build et le run qu'on va construire notre application. L'idée, c'est de construire l'application, de construire l'image du code avec Doctrine, les dépendances, etc. D'une manière ou d'une autre, on va peut-être mettre l'application à part un moment pour mettre à jour la base, puis après, on va l'activer en run. C'est cette étape. Le problème, c'est comment on ne peut pas toujours, puis c'est pas forcément évident, mais il y a d'autres solutions. Mais d'autres solutions, globalement, c'est assez limité, ça dépend vraiment de votre problématique, de vos limitations, parce que c'est complexe. Il n'y a pas de solution magique qui fonctionne pour tout le monde. Bon, on peut imaginer plusieurs choses, on peut utiliser un outil externe. Nous, on nous avait dit, mais quand le client il nous a dit, mais on ne comprend pas, nous on avait déjà un projet, c'est du Java, ils n'avaient pas de problème. Mais effectivement, eux, ils avaient des fichiers SQL qu'ils écrivaient à la main, qu'ils mettaient sur un outil externe, et qui faisait tourner ça à côté. Donc, vous n'avez pas besoin de leur application. On peut mettre une page de maintenance. On peut se dire qu'on accepte d'avoir 10 minutes d'offline. Il y a certains business sur lesquels ça peut l'être. On peut se dire que, très bien, on va déployer notre application en 2 temps. D'abord, on va déployer une application qui est compatible avec la prochaine version de la base de données et qui contient les scripts de migration. Donc on va déployer une version pré-2.0 qui contient rien de la 2.0 à part les migrations Doctrine. Et le code existant est déjà compatible avec la prochaine migration de base. C'est compliqué à mettre en place et c'est très compliqué à synchroniser. Ou alors on peut utiliser quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que la slide d'avant, c'est-à-dire un déploiement qu'on va peut-être dire en 3 étapes. C'est-à-dire on va faire du build, on va déployer une application à part, je vais mettre à jour la base de données, de façon à qu'elle reste quand même compatible avec la version 1, puis après on va remplacer l'ancienne application par la nouvelle et ça sera disponible en production sans avoir sans avoir d'erreur. Je ne vous cacherai pas, c'est compliqué à faire et on n'a pas toujours besoin. Donc là, vraiment ce qui est important, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin de faire et qu'est-ce qu'on peut se permettre. Donc si on revient au début, vraiment on reprend tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que le PaaS, ce qu'il nous promettait, c'est d'avoir un processus ici qui est automatisé. Il nous promet quelque chose d'automatique où les développeurs travaillent de leur côté. Ils envoient le code, ils rajoutent la configuration de la plateforme dans leur code, configuration qui va s'appuyer sur un travail effectué par les ops de leur côté. Les ops vont vous dire, le DBA va vous dire comment décrire votre MySQL. Et il aura ses recettes de son côté, préécrites, pour vous donner un MySQL qui va supporter 2000 requêtes en écriture par seconde. Il va vous garantir, il va avoir sa recette, il va pouvoir vous garantir que même si votre serveur MySQL il tombe, il y en aura un autre qui va prendre le relais. Bref, le DBA il aura fait son travail sur son MySQL, il va juste vous dire comment l'utiliser et surtout comment décrire que vous en avez besoin. Et il va vous le fournir. Et il va faire pareil avec un autre ops, quelqu'un d'autre qui sait comment monter un cluster élastique, va faire le même travail avec Elastic, avec Redis, avec Kafka, peu importe, et ainsi de suite. Donc nous, on aura décrit ce qu'on a besoin et la manière dont on l'utilise. On va juste décrire ce qu'on a besoin. Donc après, on voit tout ça sur Git. On a un hook quelque part qui va prendre ça, qui va l'envoyer sur le PaaS. Et là, le PaaS, il va lancer son processus. Il va d'abord faire votre build, il va construire une image de votre code. Donc pour certains, qui s'appuient sur Docker, notamment, c'est des vraies images. Ils vont partir d'une image Docker, par exemple, présente l'image PHP sur le Docker Hub, et ils vont rajouter votre code, ils vont rajouter les extensions dont vous avez besoin, et ils vont vous construire une vraie image. Pour d'autres, ils vont peut-être vous construire une image qu'ils pourront utiliser après sur Amazon pour lancer une VM Amazon. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on ne s'en préoccupe pas. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on a une phase de build qui va créer une image de notre code, et que c'est cette image-là qu'on va retrouver telle qu'elle en production. Et ensuite, on a aussi besoin de savoir qu'il y aura une deuxième étape, le run, dans lequel on va injecter nos mots de passe, on va injecter tous nos secrets, tout ce qu'on a besoin qu'au moment où on utilise l'application. Et enfin, l'utilisateur, lui, il arrive de l'autre côté et il utilise l'application. Et
Certains se préoccupent des 12 factors. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les contraintes que nous met le pass et les promesses qu'il nous fait, c'est très compatible avec, et ça va vous pousser à les utiliser, et notamment, dans la plupart des cas, vous en respecterez moins 10 sur les 12, et parce que les 12 autres sont entièrement dépendantes de votre code et de la manière dont vous travaillez. Mais si on allait un petit peu plus loin, parce que notre application elle a besoin de plus que ça. Notre application, elle a besoin de routing, c'est-à-dire quand on fait comme des applications web, on a besoin quelque part d'avoir une page pour y accéder via notre navigateur. Donc on a besoin d'enregistrer des serveurs DNS, on a besoin de gérer les certificats SSL parce que c'est la norme aujourd'hui, et parce que peut-être qu'on fait du paiement, et qu'on a besoin de protéger notre paiement. Donc chaque plateforme, toutes les plateformes fournissent ce genre de méthode, mais ils ont chacun leur particularité, leur méthode de faire. Il y en a certains qui vont vous demander de prédéclarer toutes les routes, toutes vos URL, enfin vos points d'entrée, ils vont besoin de toutes les déclarer à l'avance via leur interface en ligne ou via un outil en ligne de commande. Il y en a d'autres, pour eux, ça fait partie de la description de l'infrastructure, donc ils vont rajouter par exemple un objet de type route dans lequel vous allez dire voilà, mon application est disponible sur myapp.com, les certificats SSL c'est ceci, ou alors les certificats SSL ils sont gérés en amont parce que c'est du pass privé et qu'on a rajouté quelque chose de matériel qui va gérer les certificats. Peu importe, vous allez dire comment le faire, et lui, il va vous faire les branchements qui vont bien. Si vous lui avez donné un certificat SSL, il va peut-être le rajouter dans la config Apache ou Nginx, et ainsi de suite. Et aussi, on peut avoir besoin d'avoir plusieurs applications. Alors, on l'a vu, souvent, de plus en plus, on va faire des applications API first, donc avec un back qui ne fait que de l'API. On va avoir une application front en Angular, ou en React, ou Vue.js, ou je ne sais pas quel framework JS qui sortira demain. Et donc, ces applications sont différentes. Mais souvent, eux, ils vont vous permettre de le gérer tout dans votre même repo de code en utilisant des sous-dossiers. Vous leur avez donné plusieurs recettes, et eux, ils vont chercher donc des sous-dossiers différents. Vous leur avez peut-être décrit soit dans un fichier unique à la racine, ou alors ils vont chercher un fichier qui s'appelle myprovider.yml, et dès qu'ils en trouvent un dans un dossier, ils se disent ce dossier, c'est une application entière, et voici les services dont elle a besoin. Donc ils le gèrent tous. Parce que c'est de nos jours, l'idée, c'est quand même de pouvoir déployer des applications complexes. On peut aussi faire des choses bien plus avancées. Donc, du review app, par exemple, c'est ce qu'on a sur la documentation de Symfony. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que vous faites une pull request sur la documentation de Symfony, la documentation que vous avez mise à jour est déployée quelque part sur plateforme SH. C'est déployé de manière automatique. Et ainsi, vous pouvez faire la revue de code, mais directement tel que c'était rendu. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce que le RST est bien formaté, est-ce que ça va marcher? Vous allez voir sur la page, et si ça s'affiche mal, c'est qu'il y a une erreur. Si vous avez vous avez des traducteurs, des personnes qui parlent très bien anglais, mais qui ne connaissent rien à la technique, vous pouvez les envoyer sur l'URL, ils vont vous faire la relecture, sans avoir besoin à chaque fois de se demander, alors ça, est-ce que c'est quelque chose qui est écrit, ou est-ce que c'est une convention, par exemple du RST, est-ce que c'est du code, et ainsi de suite. Parce que sur la documentation, c'est clair. Une fois que c'est rendu, c'est clair. Donc voilà, il y en a certains, ils vont vous permettre, soit ils vont le faire en natif comme plateforme, soit ils vont vous permettre, vous, de votre côté, de le gérer, ils vont vous donner une API, de provisionner un nouvel environnement à chaque PR, et en lui donnant la branche Git qui va bien. Mais il y a aussi une autre problématique. De nos jours, on aime beaucoup ce qu'on appelle le read-only. On aime beaucoup avoir des images en lecture seule. Pourquoi? Parce que d'un point de vue de sécurité, c'est intéressant. Si votre attaqueur, si la personne le pirate ne peut pas écrire sur le disque, ça fait un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire. Ça élimine un certain nombre de vecteurs d'attaque. Mais c'est aussi intéressant quand on veut faire du scanning, quand on veut augmenter la charge que l'application peut gérer. Parce que si on est en read-only, si on est en lecture seule, on n'a pas besoin de se préoccuper. Moi, je lui upload un fichier, où est-ce qu'il est? Il ne peut pas l'uploader. Donc on a trouvé une autre solution qui va être déjà certainement partagée par tous nos fronts. Donc ça va nous permettre notamment de déployer l'application PHP, d'en mettre 2. Si jamais il y en a une qui tombe, il y en aura une qui supportera. Et si on a énormément de visiteurs, on pourra les répartir en mettant load balancer devant, ce que les plateformes vont vous fournir, et vous permettre de répartir le trafic de manière équitable entre tous vos backends. Mais il reste quand même des petites problématiques.
Comment on va gérer ces sessions? Les sessions, souvent, par défaut, en PHP, on écrit un fichier sur le disque. Donc il va falloir arrêter de les écrire sur le disque. Puis il va peut-être besoin, s'il fait sa première requête sur le serveur A, puis la deuxième requête sur le serveur B, il faut qu'il ait toujours sa session, il faut qu'il ait la même session. Donc comment on va gérer ça? L'une des possibilités, qui est assez courante, c'est de stocker les sessions dans Redis, donc notamment en utilisant le bundle SNC Redis Bundle, qui fournit une intégration dans Symfony, avec le session handler, tout ce qui va bien, pour utiliser Redis en tant que back-end pour vos sessions. Donc ça demande un tout petit peu de configuration et un bundle activé. Plus un Redis à rajouter dans votre infrastructure. Voilà. Donc on a pu voir à la fin des petits détails supplémentaires. Mais merci pour votre attention. Et voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Ouais, bonjour. Moi j'ai une question. Je vois bien l'intérêt d'avoir des systèmes read-only et de séparer le build et le run. Mais comment je fais si dans mon processus de build, dans ma génération de cache, j'ai besoin de mes secrets pour aller chercher quelque chose et le mettre en cache? Est-ce que la seule solution qu'on a, c'est de le faire au run et d'infliger ça au premier qui viendra et qui prendra ça? Ça va dépendre des plateformes. Nous, on avait ce problème-là, parce qu'au niveau moment du build, on avait besoin notamment de télécharger des fichiers sur Internet, sauf qu'on était sur du pass privé, derrière un proxy, il fallait un login mot de passe pour pouvoir sortir sur Internet. Il y a certains, ça va être un peu compliqué, ils ne vont pas permettre d'injecter des variables d'environnement au build, mais il y en a d'autres qui vont vous permettre d'injecter des variables d'environnement juste pour le build, ou des secrets pour le build. Mais il faut voir ce que propose le provider, mais ce n'est pas toujours évident. Mais généralement, on arrive à trouver une solution. Ou sinon, une autre solution, c'est de le faire en offline. Donc vous avez votre Jenkins qui va court-circuiter la phase de build et préconstruire une image. C'est pas idéal, mais ça fonctionne aussi. D'accord, merci. Bonjour. 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 Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question, parce que j'imagine bien utiliser ce genre d'outils en développement pour montrer à des clients l'avancement d'un produit, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable pour de la production? Et si oui, comment gérer le sizing des instances qui sont produites derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que c'est automatique? Voilà. C'est intéressant. Alors, il y a de plus en plus de gens qui utilisent ce genre de plateforme en production, notamment des très grands groupes. En cette semaine, il y a une conférence sur Kubernetes, donc, à laquelle ils parlent de leurs expériences, et notamment, on a pu apprendre que Volvo utilise OpenShift, que plein de monde utilise des plateformes de ce genre-là, et notamment, par exemple, Google Cloud Engine, derrière, c'est Kubernetes, c'est du PaaS. Après, comment gérer... Après, quelle plateforme utiliser, ça va dépendre de vos besoins, si vous pouvez envoyer ça sur un prestataire à l'extérieur, ou si vous avez besoin de tout maîtriser en interne, parce que vous avez des problématiques de sécurité très fortes, vous avez besoin d'être ISO je ne sais plus combien, peu importe, ça va dépendre de votre besoin. Mais généralement, au niveau du sizing, le sizing se fait de manière automatique, mais il est toujours préférable de prédéclarer, d'arriver à estimer qu'est-ce que vous avez besoin, et de le prédéclarer vous-même. Alors, estimer combien de RAM et de CPU on a besoin, c'est jamais évident, et souvent ça a besoin de passer par des tests de montée en charge. Faire des tests de montée en charge sur des instances automatiques, donc qui peuvent utiliser autant de RAM et de CPU qu'ils veulent. Donc si vous avez une brique Java dans votre système, c'est pas toujours idéal. Nous on avait une brique qui montait toute seule à 10 Go de RAM puis elle bougeait plus. Mais sinon, vous faites ça sur vos tests de montée en charge, puis après, vous arrivez à estimer de manière empirique combien vous aurez besoin. Merci. Personne d'autre?
Dans ce cas-là, merci beaucoup. Et si vous voulez plus de détails, on peut se revoir à la suite, à la sortie.